État d'urgence de 15 jours décrété en Centrafrique, le gouvernement entend ainsi faire face à la rébellion. En Ouganda, l'opposant Bobi Wine porte plainte contre l'État pour détention arbitraire. Ses avocats exigent qu'il soit libre de ses mouvements. Et puis, l'OMS prévoit de livrer 600 millions de doses de vaccins anti-Covid en Afrique d'ici la fin de 2021. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. La Centrafrique a décrété ce jeudi l'état d'urgence pour 15 jours sur l'ensemble du pays, majoritairement sous contrôle de groupes armés. À noter que le président Faustin Archange Touadéra a été réélu officiellement lundi sur fond de nouvelles offensives rebelles. L'état d'urgence de 15 jours décrété ce jeudi sur l'ensemble du pays va permettre aux autorités de procéder à des interpellations sans forcément passer par le procureur de la République. Toujours ce jeudi, l'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a réclamé au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus déployés dans le pays après les récentes attaques meurtrières des principaux groupes armés qui occupent les 2/3 du territoire. La demande d'augmentation du contingent de la MINUSCA devrait également aider le président Touadéra à asseoir son autorité, alors que le représentant de l'ONU en Centrafrique a déploré une grande désertion depuis décembre des forces de sécurité centrafricaines qui imposent des réformes. Mankeur Ndiaye n'a pas précisé le nombre de casques bleus supplémentaires souhaités pour la MINUSCA, qui représente déjà l'une des plus grosses et coûteuses opérations de l'ONU dans le monde. Selon une source proche du dossier, la MINUSCA souhaiterait le renfort de 3000 casques bleus avec des moyens aériens importants, des drones, des hélicoptères d'attaque, des capacités de franchissement ou encore forces spéciales. Mankeur Ndiaye a aussi réclamé une prorogation de quelques mois du renfort intervenu en décembre de quelques 300 militaires rwandais détachés de la mission de paix menée au Soudan du Sud. À l'origine, ce renfort, plutôt rare à l'ONU, était prévu pour 2 mois. Je le disais en titre, en Ouganda, les avocats de l'opposant Bobi Wine ont plaidé devant la haute cour de justice de Kampala pour exiger sa libération. Le principal rival du président Yoweri Museveni est toujours bloqué chez lui une semaine après l'élection présidentielle dont il rejette les résultats. Les avocats de Bobi Wine ont demandé que le client puisse être rapidement convoqué par le juge qui doit vérifier les motifs de sa mise sous surveillance et prononcer éventuellement sa mise en liberté définitive ou sous caution. Officiellement, le chanteur ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence. C'est pourquoi ses avocats comptent obliger les autorités à expliquer le bien fondé de cette surveillance. Pour le porte-parole de la police ougandaise, Fred Enanga, il s'agit d'une détention préventive, car Bobi Wine risque, dit-il, de provoquer des troubles à l'ordre public en galvanisant potentiellement ses supporters pour renverser les résultats présidentiels. Mais l'entourage de Bobi Wine accuse les autorités de maintenir le blocus pour l'empêcher de se rendre à la Cour suprême pour déposer un recours contre les résultats de l'élection présidentielle. La date limite est fixée au vendredi 29 janvier. Après l'audience, les avocats ont pu rendre visite à leur client et lui amener de la nourriture. Ce sont les premières personnes autorisées à se rendre au domicile de Bobi Wine depuis sa mise en résidence surveillée samedi. Pour l'ONG Amnesty International, il n'y a pas de doute, la détention de l'opposant est politiquement motivée et l'ONG demande sa remise en liberté. La décision de justice doit être annoncée lundi matin. De son côté, le président Yoweri Museveni a enfin fait sa première tournée publique depuis l'annonce contestée de sa victoire. Il est arrivé jeudi dans la capitale en fin d'après-midi. En Égypte, 2 journalistes ont été placés en détention provisoire après avoir disparu plusieurs jours en janvier. Peu d'informations circulent sur leur lieu de détention. Reporters sans frontières tire la sonnette d'alarme.
Apparu cette semaine devant la Haute Cour de sûreté de l'État du Caire, le photographe Hamdi Alzem et le rédacteur Ahmed Khalifa ont été placés en détention provisoire pour 15 jours pour diffusion de fausses nouvelles et appartenance à un groupe terroriste, précise Reporters sans frontières. Les 5 et 6 janvier dernier, Zem et Khalifa avaient été enlevés à leur domicile respectif par les forces de sécurité selon la même source. Ces 2 disparitions forcées en l'espace de quelques jours montrent à quel point les journalistes sont traités au mépris du droit international, a déclaré jeudi dans un communiqué la responsable du bureau Moyen-Orient à Reporters sans frontières. Déjà emprisonné en 2016 pour des accusations similaires, le photographe Zem avait été libéré en juin 2018. Depuis cette date, il était sous contrôle judiciaire. Ahmed Khalifa, lui, avait récemment écrit des articles sur des mobilisations ouvrières, dont celle protestant contre la liquidation de l'entreprise publique du Delta pour les engrais et les produits chimiques dans le gouvernement de Dakalia, au nord-est du Caire. Selon Reporters sans frontières, 30 journalistes sont emprisonnés en Égypte. En Afrique du Sud, Jackson Mutombo, ministre délégué et conseiller présidentiel du président Ramaphosa, est décédé du Covid, a annoncé la présidence. Jackson Mutombo était le visage public de la lutte de l'Afrique du Sud contre le Covid. Âgé de 62 ans, il a été diagnostiqué positif à la Covid-19 le 11 janvier dernier. Militant anti-apartheid, il a été parlementaire et porte-parole national du Congrès national africain ANC, parti au pouvoir de l'Afrique du Sud post-apartheid depuis l'élection de Nelson Mandela au scrutin de 1994. Jackson Mutombo est le premier membre du gouvernement sud-africain à succomber à la maladie Covid-19. Au total, 6 hauts responsables ont contracté le virus à ce jour. Le président Cyril Ramaphosa a présenté ses condoléances dans une déclaration jeudi, se disant choqué et attristé. Durant une conférence de presse en ligne, la directrice de l'Afrique à l'Organisation mondiale de la santé, Matshidiso Moeti, a déclaré que le programme COVAX envisage de livrer à l'Afrique 600 millions de doses de vaccins d'ici la fin de l'année 2021. Elle a également déclaré que la deuxième vague de coronavirus est déjà plus forte que la première, avec 3,3 millions de personnes contaminées et 81 000 décès depuis le début de la pandémie. On le suit. L'Afrique est confrontée à une deuxième vague de la pandémie Covid-19 avec plus de 3,3 millions de cas et 81 000 vies malheureusement perdues. Le premier pic épidémique de juillet a donc été dépassé en décembre et les cas continuent à s'accélérer à un rythme nettement plus rapide. Je pense que nous avons une combinaison de facteurs, peut-être la fatigue concernant les mesures et bien sûr la période des fêtes avec ses voyages et ses rassemblements. En Afrique, COVAX vise une livraison progressive de 600 millions de doses d'ici la fin 2021 et je suis sûre que nous en entendrons parler davantage avec Tabania. Ce programme est basé sur 2 doses par personne et couvrira, comme prévu, les 20% de la population initiale des pays africains. Une première trentaine de millions de doses sont attendues et je dis cela avec quelques réserves, commenceront à arriver dans les pays d'ici mars. Les doses sont destinées en priorité aux travailleurs de la santé et à d'autres groupes hautement prioritaires, puis elles seront étendues pour couvrir d'autres groupes vulnérables. Je le disais, l'acteur français Omar Sy raconte ici sa visite de 48 heures au Sénégal, le pays natal de son père, où il a été reçu par le président Macky Sall à Dakar. Omar Sy est la vedette de la série française Lupin sur Netflix, classée numéro 1 dans une dizaine de pays.
C'était une visite courtoise, voilà, de félicitations, de reconnaissance et d'accueil. Notez, je lui parlais justement des projets de route, le desservissement de certains pays, notamment pour aller au Fouta, là où se trouve ma famille. J'ai noté un certain progrès, et aussi sur la pollution. Je suis venu l'année dernière au niveau des plastiques, etc. C'est vraiment notable à l'œil nu de voir que le pays est dans une forme d'évolution. C'est ce que j'ai pu constater depuis mes 48 heures. C'est tout frais encore. Ben oui, je suis curieux déjà de faire un constat, de rencontrer aussi la jeunesse par rapport à mon secteur qui est l'audiovisuel. Donc j'ai pas mal de jeunes que je vais rencontrer bientôt. Et voilà, et de voir comment je peux être une aide pour ces jeunes-là. Ouais, c'est une jeunesse qui a très envie, qui est déjà très informée, formée, inspirée. Et en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose. Même je me demande si c'est pas moi qui vais apprendre. Human Rights Watch retrousse de l'armée française. L'organisation de défense des droits de l'homme demande l'ouverture d'une enquête sur une frappe de soldats français au centre du Mali. L'opération avait coûté la vie à une vingtaine de personnes. Reportage. Des villageois et une association Peul affirment que cette frappe a tué une vingtaine d'habitants lors d'un mariage dans le village de Bounti le 3 janvier. Les autorités françaises et maliennes martèlent que les avions de chasse français ont visé et éliminé des dizaines de djihadistes et qu'il n'y avait ni mariage, ni femmes, ni enfants. Les graves allégations selon lesquelles des civils auraient été tués dans des frappes aériennes doivent faire l'objet d'une enquête rapide afin de déterminer la légalité des frappes au regard des lois de la guerre, a déclaré un chercheur à Human Rights Watch, cité dans un communiqué. L'ONG précise s'être entretenue avec 3 habitants de Bounti qui ont chacun indiqué qu'un mariage avait eu lieu. La Fédération internationale pour les droits humains et l'Association malienne des droits de l'homme ont déjà demandé l'ouverture d'une enquête indépendante. La mission de l'ONU au Mali a déjà ouvert une enquête. Cette frappe a eu lieu dans le cadre d'une opération anti-djihadiste menée depuis début janvier dans le centre du Mali par la France, l'armée malienne et la force conjointe de l'organisation régionale G5 Sahel. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité.